Bonjour à tous. Le feu ne progresse plus en Gironde. Un suspect a été interpellé. Le Tour de France avec encore une superbe étape en direct sur Antenne 2. Vous entendrez Laurent Fignon au départ de la course. Le défi d'un champion, Stéphane Caron, notre meilleur nageur, part en guerre contre le dopage. Il est notre invité. Les vacances chez les grands-parents, plus d'un enfant sur deux y passe un mois. La bourse, Gérard Leclerc. Oui, la bourse fait de la résistance dans un environnement défavorable. Baisse de Wall Street, liquidation mensuelle, l'indicateur de tendance est quasiment stable. La météo, José Blanc-Lapierre. Ce week-end, des orages viendront jouer les troubles fêtes, mais éclairs et tonnerres seront peu virulents. Ils donneront aussi peu de pluie, malheureusement. Et tout d'abord, en effet, le point sur les incendies de forêt en Aquitaine. Le feu qui a déjà détruit 5000 hectares est contenu actuellement sur tous les fronts. Un suspect a été interpellé en pleine forêt la nuit dernière. Des milliers de sauveteurs ont limité la progression des flammes. Reportage Bruno Roger. Ce matin à l'aube, sur la ligne de Lacanau, les pompiers ont repoussé les assauts du feu. Une bataille a été gagnée, mais la guerre n'est pas terminée. Toute la nuit, sur un front de 5 km, pompiers et sauveteurs ont lutté contre l'incendie qui ravage depuis 3 jours la forêt girondine. Un incendie d'une rare intensité qui a déjà détruit plus de 5000 hectares de bois landais. Il est difficile d'enrayer l'inexorable progression des flammes. Et il faut parfois lutter contre le mal par le mal, employer la technique du contre-feu pour sauver ce qui peut être sauvé, de petits feux pour éteindre le feu. Par le brûler, nous créons une surface que le véritable feu ne pourra pas manger, et ceci afin d'éviter que le feu, qui est très virulent, approche de la route et saute par-dessus la route de l'autre côté pour nous échapper dans des grands pins qui sont derrière nous. Sur cette partie du front, la manœuvre a réussi, le feu a été stoppé à une dizaine de kilomètres de la ville de Lacanau. L'absence de vent a même facilité l'action des secours. En effet, le vent qui propage étincelles et flamèches d'arbre en arbre, le vent est devenu l'obsession des secours. Et à la fin de la nuit, au quartier général des pompiers, on craignait qu'il ne reprenne son entreprise dévastatrice dès le lever du jour. À l'heure où je vous parle, on maîtrise à peu près la situation, dans la mesure où on n'est pas débordé par le feu, où on sait l'attaquer. Mais demain, si le vent se remet à souffler, tout peut être remis en question. C'est vraiment une situation extrêmement fragile. À l'aube, veut exaucer, le vent ne s'était pas levé. Une bataille décisive a sans doute été remportée dans la nuit. Les pompiers reprennent peu à peu du terrain à l'incendie, mais il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Le vent, nous en parlions, et aussi la sécheresse et l'imprudence sont souvent à l'origine de ces incendies. Mais il y a aussi les pyromanes. De très nombreux feux en France sont dus à des criminels. Et justement, les pompiers qui luttent sur le littoral de la Gironde étaient bien persuadés de la présence de pyromanes. Enquête Emmanuel Vanier. On la disait quasi invulnérable, c'est du moins ce que l'on croyait. Après le gigantesque incendie de 1949 qui avait fait 100 victimes, des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises. Surveillance 24 heures sur 24, entretien permanent, nombreux points d'eau et surtout ces gigantesques pare-feux qui quadrillent la forêt et permettent des accès faciles aux véhicules de secours. Mais la conjonction de conditions climatiques exceptionnelles et la présence quasi certaine de pyromanes ont fait que l'impensable est arrivé. Nous avons une très forte chaleur, des vents qui n'arrêtent pas de tourner, qui passent de l'ouest au sud-est, au nord-est, etc. Et également, peut-être, peut-on se permettre d'évoquer des départs de feu assez étranges et multiples de toutes parts. Un suspect a d'ailleurs été arrêté ce matin. Il se déplaçait en pleine forêt à plusieurs centaines de mètres de toute route. Les gendarmes l'interrogent en ce moment même. 3 raisons principales expliquent la violence et l'importance de ce sinistre. Le feu a connu un départ très rapide à cause du vent. Plusieurs foyers se sont propagés immédiatement sur un front de plusieurs kilomètres de large. Enfin, la chaleur intense fait que les pins dégagent des essences très volatiles et très inflammables. On pensait qu'un jour ou l'autre, on pouvait être confronté à un sinistre de cette importance. Mais les moyens mis en place en permanence dans le département ne sont pas faits pour traiter des sinistres de 3000 hectares. Le sinistre de 3000 hectares, il y a eu un sinistre de 3000 hectares, comme celui de ces derniers jours, sur environ 20 000 feux, sur une durée d'une quinzaine d'années. Des campings et des maisons détruites, plusieurs milliers d'hectares ravagés,
La forêt mettra des dizaines d'années à se reconstituer. Le bilan sera très lourd, mais il faudra encore plusieurs jours avant de l'établir précisément. En Ille-et-Vilaine, le feu qui a détruit 500 hectares de pins a été circonscrit. Voyons maintenant la situation sur l'ensemble de la France. Véronica Guillon. Le feu a surpris l'Ille-et-Vilaine hier après-midi. Une centaine d'hommes a lutté toute la nuit avant de circonscrire les flammes dans la matinée. La solidarité paysanne a fait le reste. Avec leurs tracteurs, les villageois ont amené l'eau autour des maisons menacées. Aucune habitation n'a été évacuée. Seuls des enfants du département en colonie de vacances ont dû quitter leur campement. 550 hectares de pins, landes et récoltes ont brûlé. D'autres départements en flammes ces derniers jours ont retrouvé, eux, une situation plus calme. Vendée, Sarthe, Indre-et-Loire et même plus au sud, les départements du Gard, du Tarn et de la Lozère ont pu maîtriser le feu. Des milliers d'hommes restent cependant prêts à intervenir. L'alerte rouge est déclenchée. Une centaine de débuts d'incendie est dénombrée chaque jour. Le Tour de France, aujourd'hui la 19e étape, Villard-de-Lans-Aix-les-Bains. Au départ ce matin, Patrick Chêne a suivi Laurent Fignon, notre super champion, fort de ses 50 secondes d'avance. 50 secondes d'avance au classement général sur l'américain Greg LeMond. Bonjour et bienvenue sur le Tour de France. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de coureur en action. Vous arrivez à l'heure de la signature. Bonjour Laurent Fignon. Laurent Fignon qui vient signer, c'est une des traditions du Tour de France. Voilà, vous pouvez suivre ce qui se passe ici. Le départ dans quelques minutes. Dans ce 13h, pas de coureurs en action, mais des coureurs qui vont prendre le départ. Laurent, un maillot jaune plus solide qu'hier, donc une journée qui devrait être plus tranquille pour vous. Oh, il y a beaucoup de coureurs très fatigués dans ce Tour de France et j'espère que le peloton aura la mansuétude de laisser un peu tout le monde tranquille. Moi ça ne me dérange pas si ça roule vite, mais bon, j'espère que tout le monde sera sage aujourd'hui. Les mains de Delgado vont quand même tenter de vous attaquer une dernière fois. Écoutez, hier c'est moi qui les ai attaqués, je pense que s'ils attaquent aujourd'hui, j'essaierai de les contrer, alors peut-être qu'ils vont se méfier. Merci Laurent, on vous laisse prendre le départ de l'étape. Voilà, le Tour de France va démarrer dans quelques minutes et vous le retrouverez bien entendu en direct sur Antenne 2. Cela se passera à 15h pour l'arrivée du côté d'Aix-les-Bains, 1h30 de direct cet après-midi sur la chaîne du Tour de France, Antenne 2. Merci. Et nous serons très nombreux au rendez-vous comme chaque après-midi. Le coup de gueule d'un champion, Stéphane Caron, le plus grand nageur français, recordman d'Europe du 100 mètres nage libre, prend la tête de la lutte antidopage. Dans un communiqué, vous déclarez « Je n'accepte pas la tricherie, ni morale, ni chimique ». Alors, merci d'être avec nous. Et pourquoi cette colère? Car après tout, le dopage, ce n'est pas nouveau. Oui, c'est vrai, c'est pas nouveau, mais je crois qu'il était temps pour des sportifs de s'engager dans la lutte antidopage. Nous sommes bien sûr les premières victimes du dopage. Tout d'abord, nous perdons notre crédibilité auprès de notre public. Et d'autre part, nous éprouvons un certain sentiment de désaveu quant à nos performances. C'est tout de même assez frustrant de nager ou de courir contre des athlètes dont on sait pertinemment qu'ils sont dopés. Et c'est une expérience que vous vivez très fréquemment? Dans la natation, je crois que c'est encore assez marginal, heureusement. Il y a d'autres sports où c'est probablement bien différent, on en est sûr même. Mais en France en tout cas, je parle pour la France, les autres pays, là on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est certainement plus important. Olivier? Stéphane, en natation, est-ce que vous avez vu déjà des nageurs se doper? On a parlé récemment d'un soviétique qui avait reniflé carrément une ampoule sous la tente d'appel. Oui, je crois qu'on ne peut pas non plus lancer des accusations à tort et à travers. Il y a certainement des nageurs qui se dopent, mais ceci dit, il faut encore attendre qu'il y ait eu des contrôles positifs avant de pouvoir affirmer qu'ils sont réellement dopés. Pour ma part, je suis sûr qu'il n'y a aucun nageur français qui se dope. Mais comme je l'ai dit encore une fois, à l'étranger, à mon avis, c'est autre chose. Alors, est-ce que votre appel a été entendu déjà par d'autres sportifs? Pour le moment, pas encore, puisque nous avons lancé cette initiative il y a à peu près 15 jours. Maintenant, je pense que les leaders des autres sports doivent se joindre à nous pour lutter contre le dopage. C'est vraiment urgent maintenant. Alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Concrètement, moi, je demande aux organisateurs de favoriser des contrôles antidoping. Ce qui n'est pas le cas assez actuellement, selon vous? Pour le moment, il n'y a pas de contrôle réellement dans les meetings.
Et moi j'annonce que je ne participerai plus à ces meetings s'il n'y a pas de contrôle. C'est une des premières mesures. D'autre part, nous demandons à ce qu'on favorise les contrôles inopinés à l'entraînement. À mon avis, c'est la mesure la plus importante pour essayer de résorber le dopage. Vous prenez un risque pour votre carrière, car la plupart des meetings internationaux, il n'y a pas de contrôle antidopage. Non, le risque, il n'y en a pas tellement, puisque nous avons déjà reçu l'accord d'un certain nombre d'organisateurs qui vont programmer des contrôles antidopage. 2 meetings les plus importants en France actuellement se sont prononcés pour les contrôles antidopage. Et à l'étranger? Dès l'année prochaine. L'étranger, pour le moment, on ne sait pas, puisque nous avons lancé cette initiative très récemment. Maintenant, nous allons proposer cette lettre à tous les nageurs lors des championnats d'Europe prochainement. Et j'espère recueillir le maximum d'avis favorables. Et je pense que c'est la meilleure façon, en tout cas, pour essayer d'assainir le sport. Est-ce que vous avez pensé vous-même, en ce qui vous concerne, qu'un jour vous auriez pu être plus fort, être plus rapide, si vous vous étiez dopé? Non, je ne me suis jamais posé la question. Je vous avoue, franchement, le dopage ne m'a jamais attiré. Je crois que c'est une certaine morale sportive qu'on adopte dès le départ. Et je me suis décidé à nager le plus vite possible sans me doper. C'est ma philosophie du sport. Et vos performances prouvent que cela vous a réussi? Exactement, je crois que c'est important pour les jeunes champions de savoir qu'on peut concourir sans être dopé. Merci de votre témoignage. Une première juridique en France, une analyse de sperme figure pour la première fois comme élément à charge dans le dossier d'un homme inculpé de viol. L'examen a été pratiqué au CHU de Nantes. Jean-Daniel Flézaquier. Ces étranges traits, ce sont des empreintes génétiques. Chaque ligne verticale comporte une série de caractères propres à chaque individu. Pour obtenir ces empreintes, on utilise divers prélèvements, du sang, du sperme, de la peau, des cheveux. Et à l'intérieur de ces tissus, on va prélever des cellules sur lesquelles on va pouvoir extraire la partie contenant les caractéristiques intéressantes. Ensuite, au prix d'un minutieux travail de laboratoire, on va obtenir une carte que l'on pourra comparer à d'autres cartes obtenues de la même façon. On peut par exemple étudier le prélèvement de sang d'un suspect de viol et le comparer au prélèvement de sperme fait sur la victime de ce viol. Parfois, ces prélèvements peuvent ne pas coïncider, comme ici, où le premier prélèvement de sang sur la ligne du haut est tout à fait différent de la ligne du bas, qui est le prélèvement de sperme. Dans ce cas, on peut, à coup sûr, innocenter le suspect. Mais parfois, les deux prélèvements coïncident parfaitement. Et dans ce cas, il n'y a pratiquement aucun doute. Les deux prélèvements proviennent de la même personne et le suspect peut être inculpé. La justice va donc avoir de plus en plus souvent affaire à ce type de technique. Mais pour que cette technique soit tout à fait concluante, il faut que les prélèvements soient faits correctement. Et c'est hélas fort peu le cas encore en France. Oui, cette précision importante, le risque d'erreur est infime, les spécialistes affirment qu'il est de 1 sur 1 milliard. Les 4 militants d'Action Directe arrêtent leur grève de la faim. Ils l'ont annoncé ce matin par l'intermédiaire de leur avocat, Dominique Verdeillan. Hospitalisés depuis plusieurs jours à l'hôpital des prisons de Fresnes, les 4 membres d'Action Directe ont donc stoppé leur grève de la faim après 92 jours. Dans un communiqué commun lu ce matin par leur avocat, les 4 détenus expliquent, je cite, qu'ils veulent répondre positivement aux propositions d'amélioration de leurs conditions de détention faites par le ministère de la Justice, mais ils n'abandonnent pas la revendication de pouvoir communiquer ensemble tous les 4, une revendication pour l'instant rejetée par la chancellerie. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de communiquer par écrit. Le problème de la réunion ensemble est posé. Le processus est engagé. L'avenir nous dira s'il est possible ou non de résoudre ce problème. Ça a permis de démontrer le côté arbitraire des pouvoirs qui sont donnés aux juges, d'éliminer, de détruire complètement les gens qui sont détenus dans les prisons françaises. Ils l'ont payé très cher parce qu'il est évident qu'ils ne s'en sortiront pas sans séquelles. Mais ce combat, ils l'ont fait pour eux et pour d'autres aussi. Le noyau dur d'Action Directe a demandé aux médecins la mise en place dès aujourd'hui d'un régime pour les reconstituer après plus de 3 mois sans alimentation. La visite d'un ministre à la famille d'un jeune harki assassiné. Je mesure, a dit Claude Évin, combien les Français ignorent les problèmes de ces Français d'origine musulmane. Reportage Bruno Gex. Au centre, la mère de la victime. À gauche, le frère, Mohamed Adaïm. L'hôte d'un jour accueilli par une famille en deuil. Mon passage ici ce soir est un signe de solidarité, uniquement un signe de solidarité. Le geste est important, les habitants de Saint-Laurent, conscients du symbole que représente la venue du ministre dans leur village, mais ici, comme partout dans le sud, la mort d'Aïssa Badaïn restera dans la mémoire de tous les Français musulmans. C'est quelqu'un qui travaillait, qui demandait rien à personne, qui pensait qu'à s'amuser, l'arrivée tranquillement du festival,
il arrive ici, il se fait descendre. Voilà. Maintenant, par qui ou par quoi? Alors quand j'entends parler le ministre de l'intégration et de ci et de ça, non, pour moi, il s'éloigne du sujet. Sentiment d'injustice, de révolte, mais surtout d'ingratitude. Ces harkis ont fait beaucoup pour ce pays. Ils ont payé très cher leur place dans cette société. Et comment nous arriver un jour à ce qu'on nous dise « mais vous n'avez rien à faire dans ce pays », alors ce serait le comble. Qu'on me dise moi, sale arabe, retourne dans ton pays. Mais moi, je n'ai qu'un pays. Mon pays, c'est la France. Et cette France, moi, je l'aime. Dans un coin du cimetière de Saint-Laurent-les-Arbres, la tombe d'Aïssa Badaïn. Ce fils de harki a rejoint les siens, à l'écart des autres tombes. À Nice, 3 employés de la caisse d'allocation familiale sont inculpés avec 34 autres personnes. Ils ont détourné plus de 3 millions de francs. Rémi Roche. Le mécanisme de l'escroquerie, somme toute assez simple, avait été mis au point par 3 femmes, toutes 3 employées de la Caisse des Alpes-Maritimes. Elles constituaient de faux dossiers d'allocation à l'aide de documents falsifiés. Quand elles n'en étaient pas directement bénéficiaires, c'était leur famille ou des amis qui touchaient ainsi chaque mois des rentes allant de 700 à 1500 francs. Au total, plus de 100 dossiers illicites ont été ouverts, car la fraude durait quand même depuis près de 20 mois. Elle était difficilement décelable pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est qu'elle est l'objet d'agents appartenant à l'organisme, donc travaillant à l'intérieur et parfaitement au courant des mécanismes internes de la Caisse. Et d'autre part, parce que la législation nous permet d'utiliser en particulier des photocopies à la place d'originaux, et donc ça a pu faciliter quand même une partie de la fraude dans tous les cas. Les 3 employés indélicates ont été écroués, 34 autres personnes sont en outre inculpées de complicité d'escroquerie ou de recel. Ça suffit, votre attitude n'est plus supportable. C'est en résumé ce que la France dit à la Roumanie à propos de l'adoption des enfants roumains par des couples français. Plusieurs dizaines de familles françaises attendent depuis plusieurs mois, quelquefois depuis des années, des petits bébés roumains pourtant adoptés légalement. Ainsi, Edwige Avis, ministre déléguée aux Affaires étrangères, l'a dit à l'ambassadeur de Roumanie en France, Léo Lamberton. Philippe Chabin a 34 ans et est agent de la SNCF dans l'Essonne. En 1986, il décide avec sa femme d'adopter un enfant. On lui conseille la Roumanie. Après une enquête sociale, la DAS l'autorise à adopter un enfant. Mars 87, Philippe part pour la Roumanie. Là, il rencontre Roxana, 5 ans, abandonnée par ses parents alors qu'elle avait 1 an. Passage devant un notaire roumain qui n'oppose aucune objection. Dans 18 mois, Roxana pourra quitter la Roumanie. D'ici là, Philippe viendra voir tous les 3 mois celle qu'il considère désormais comme sa fille. Février 88, le président Ceausescu refuse de signer les visas de sortie des enfants en cours d'adoption. Roxana ne peut plus quitter son pays. Le 1er juillet, Philippe craque. À bout d'arguments, il décide de faire la grève de la faim pour lui et pour les 75 familles dans son cas. Nous attendons une réaction de nos autorités, des autorités françaises. Nous espérons simplement savoir si oui ou non la France va nous aider à régler ce douloureux problème pour ces 75 familles. Après 20 jours de lutte, aucune issue n'est en vue. Mais Philippe garde l'espoir qu'un jour, il pourra aller chercher Roxana. L'accident du DC-10 et ce nouveau bilan, 117 morts, 186 rescapés. Tous les observateurs estiment que c'est un véritable miracle s'il y a eu des survivants. L'appareil était complètement incontrôlable, d'où l'hommage unanime rendu aux pilotes rescapés de l'accident. Patrice Pelé. Le pilote du DC-10 des United Airlines est considéré aujourd'hui comme un héros, car 620 passagers environ ont trouvé la mort, 184 survivants lui doivent la vie. En effet, les premiers résultats de l'enquête font apparaître que le DC-10, après l'explosion au niveau du moteur arrière et la perte de pression dans les commandes hydrauliques, était pratiquement incontrôlable. Regardez bien ce qu'a réussi à faire le commandant Heinz. À la verticale de la piste de Sioux City, il va exécuter ce que l'on appelle une prise de terrain par encadrement. Heinz va faire plonger son avion et lui faire décrire 3 cercles, une manœuvre délicate qui va éviter à l'avion de décrocher, de tomber. La descente est parfaitement calculée, le DC-10 se présente exactement dans l'axe et surtout en début de piste. Voilà l'exploit. L'avion est malheureusement trop incliné. Il va percuter le sol pour se disloquer petit à petit. La course folle du DC-10 se terminera plus loin, après plusieurs centaines de mètres, dans un champ de maïs. Juste après l'explosion, on a senti que le pilote changeait de direction. On s'est incliné fortement
On a très bien senti qu'il avait du mal à contrôler l'avion. Les boîtes noires retrouvées révéleront en détail l'histoire du vol 232. Pour l'heure, le commandant Heinz, rescapé, se remet lentement à l'hôpital de ses multiples blessures. Les communistes européens sont divisés. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour la constitution d'un seul groupe au Parlement européen. D'un côté, les Italiens et les Espagnols, de l'autre, les Français et les Portugais. Commentaire de Philippe Herzog, la tête de liste du PC aux dernières élections européennes, interrogé ce matin par Henri Elie. Nous regrettons cette séparation, car nous n'avons posé aucune exigence pour la poursuite du groupe multinational qui existait. Nos camarades italiens ont le droit d'avoir une autre opinion. Ils prennent la responsabilité de disperser les forces à gauche. Cela étant, nous essaierons de travailler avec eux sur des dossiers concrets. Je pense que si les communistes italiens ont fait ce choix, ça n'est pas principalement pour des divergences sur les problèmes institutionnels, mais c'est parce qu'ils ont la perspective de s'inscrire au groupe socialiste ultérieurement. À l'étranger, c'est quelques informations. Première rencontre depuis 7 ans entre le colonel Kadhafi et le président tchadien Hissène Habré. Au centre des discussions, bien sûr, les différends entre les deux pays. La reprise des bombardements au Liban, 11 civils ont été tués. Et puis en Pologne, Solidarité pourrait participer au gouvernement, mais cela sous certaines conditions. En exclusivité pour Antenne 2, le plus proche conseiller de Lech Walesa l'a dit à Philippe Lefebvre. Je peux dire que si le président de la République propose un autre mouvement, la constitution d'un gouvernement, notre réponse serait positive. Seulement, si la question soit posée d'une autre façon, c'est-à-dire si on nous propose d'entrer dans le gouvernement, qui serait la continuation des 45 années du pouvoir du Parti communiste, nous ne pourrions pas accepter, parce que ça voudrait dire que on accepte les systèmes même du pouvoir, les structures de la gestion. Nous ne pouvons pas l'accepter. Quelles sont, rapidement, les 2 ou 3 conditions que vous mettez pour qu'on ait un Premier ministre émanant de Solidarité? Je dirais que nous ne posons pas de conditions. Nous disons que nous sommes prêts de prendre dans nos mains les responsabilités pour le destin de notre pays. Et ça veut dire qu'il faudrait nous laisser à nous le soin de former le gouvernement, et nous sommes sûrs de disposer d'un programme, d'un projet d'avenir qui pourrait être réalisable dans les conditions actuelles. Si on ne nous propose pas cela, je pense que l'opposition est puissante et elle est assez forte pour assurer les processus de démocratisation, la continuation de ces processus, et aussi la réalisation d'un certain consensus concernant la politique économique. Mais seulement la politique économique, vu le désastre économique dans lequel se trouve la Pologne. Et M. Geremek a également précisé qu'il pensait bien que Lech Walesa pourrait rencontrer Mikhail Gorbatchev avant la fin de l'année. Le football maintenant. D'abord cette information. Michel Hidalgo n'est plus manager de l'OM. Bernard Tapie lui a proposé un rôle de formation. Et c'est justement Marseille qui ouvre ce soir à Lyon la nouvelle saison de football. Fini les vacances pour les footballeurs avec l'ouverture du championnat à Gerland et le retour de l'Olympique lyonnais en première division. Éric Perrin. On s'active ferme au stade Gerland de Lyon où 40 000 spectateurs sont attendus ce soir. On transporte, on place les personnalités, on colle, on décolle, mais surtout, on s'entraîne une dernière fois. Après 6 ans d'absence, l'OL retrouve la Division 1 et pas contre n'importe qui, Marseille, le premier de la classe. A priori, beaucoup de similitudes entre les deux clubs. Le même patronyme d'abord, Olympique, 2 présidents, chefs d'entreprise, Bernard Tapie à l'OM, Jean-Michel Aulas à l'OL. Mais c'est le compte en banque qui est différent. Le transfert de l'anglais Chris Waddle à Marseille, estimé à 45 millions de francs, aurait pratiquement vidé les caisses de Lyon, dont le budget pour toute la saison s'élève à 55 millions de francs. Lacombe et Domenech, les 2 responsables techniques, voient l'avenir en jeunes, ceux qui ont survolé la Division 2 l'année dernière. Seul renfort, 2 joueurs d'expérience, François Brisson, le milieu de terrain international, et l'Irlandais McCarthy, qui malgré une blessure devrait jouer ce soir. Alors Lyon, qui retrouve les grands, sans complexe? L'ambition, je dirais, l'ambition, c'est l'ambition de tout le monde, hein, c'est de faire le doublé. Si on peut faire le doublé, on sera content. Mais si on reste en première division, je crois qu'on sera aussi très très satisfait.
Le dispositif policier autour du stade a été renforcé. La dernière rencontre au LOM, alors en 2e division en avril 84, avait été marquée par la mort d'un jeune spectateur causée par le jet d'un pétard. Mais aujourd'hui, toute la ville est mobilisée par cette rencontre. Lyon devra, il est vrai, mettre les bouchées doubles pour espérer accrocher les stars de la Canebière. Vive les grands-parents. Que feraient sans eux les petits-enfants français? Ils seraient très nombreux à partir beaucoup moins longtemps en vacances. Un sondage de la revue Notre Temps révèle que plus d'un enfant français sur 2 passe un mois avec grand-père et grand-mère. Reportage Vincent Gerhardt. Évidemment, le défilé des troupes à Plouescat ne fut pas tout à fait aussi clinquant que celui de la capitale. Il y avait tout de même 2 fanfares. Une fanfare bretonne et une fanfare allemande. Le public était moins nombreux, certes, mais enthousiaste et attentif. Exemple, la famille Sériot, grands-parents et petits-enfants réunis. Le 14, c'est jour de sortie obligatoire. On est plutôt pour la tradition. Est-ce qu'il t'arrive de faire des choses avec tes grands-parents que tu ne fais pas avec tes parents? Oui. Par exemple? Des crêpes. Tu m'apportes la bouteille d'huile? N'importe laquelle. Ah, ça, les crêpes, c'est un sacré avantage chez mamie Bernadette. Et Benjamin et Valérie en profitent un maximum pendant leurs 2 mois de vacances. Il faut dire qu'à Paris, entre la cantine et les parents qui n'ont jamais le temps, ce n'est pas facile d'en manger des crêpes. Et puis, mamie, elle adore faire plaisir. Vous faites toujours ce qu'il demande? Ah non. Non. Mais enfin, je suis quand même la grand-mère. C'est-à-dire? Bah, j'essaye de les rendre heureux. Voilà. Benjamin n'a jamais le temps de s'ennuyer avec son grand-père. Le bûcheronnage n'a plus aucun secret pour lui. Et en plus, il a appris à pêcher, à nager et surtout à bricoler. Très important. Eh bien, je crois qu'un homme doit savoir planter un clou sans se taper sur les doigts, voyez-vous. Hein? Mais ça n'empêche pas de faire des mathématiques et des intégrales, mais il faut savoir planter un clou. Hein? Sport au programme tous les jours pour la petite famille, vélo, tennis et bien sûr la plage. Avec un ciel tout à fait bleu ou presque, il y a des restrictions. Pas me baigner toute seule, rentrer tôt, le soir. Il y a des confidences quelquefois? Non, ils sont assez renfermés. Hein, Valérie, tu me racontes pas ta vie, hein? La cocotte. Et c'est parce qu'elle est comme ça, hein? Ça vous manque? Oui, j'aimerais bien. Plus tard, par exemple, qu'elle me raconte un petit peu ses histoires de cœur. L'un des plus célèbres festivals d'été, celui d'Aix-en-Provence, à l'archevêché Georges Lavelli, met en scène la flûte enchantée de Mozart, un opéra où l'on peut emmener les enfants, justement. Reportage Thierry Hay. Cet air-là, Nathalie Strutzmann l'entend déjà dans sa tête. À 23 ans, premier prix lyrique en 87, elle joue ce soir une grosse carte. Elle est une des 3 sorcières de la flûte enchantée de Mozart, mise en scène par Lavelli à Aix. Cachant son trac, Nathalie, déjà très professionnelle, sait qu'à l'opéra, la perfection est toujours le minimum demandé. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête quelques minutes avant de rentrer en scène? Il passe des milliers de choses complètement incongrues, et le but, c'est vraiment de faire le vide. Une flûte enchantée que Lavelli traite comme un conte pour enfants. Ces personnages sortent tout droit des livres de contes, Papagano de Pierre et le Loup, Pamina d'Alice au Pays des Merveilles et Monestar d'Ali Baba. Les costumes sont stylisés, le décor épuré, toute anecdote est supprimée. Le parcours initiatique de la flûte enchantée devient plus clair, plus pur. À l'évêché d'Aix, Lavelli a transformé un opéra complexe en un conte merveilleux, merveilleusement simple. Le Festival d'Avignon regroupe des compagnies très prestigieuses, mais pour les autres, les 280 petites troupes qui sont venues de la France entière, la vie n'est pas toujours facile. En voici une qui vient de Saint-Étienne, des comédiens avec peu d'argent et beaucoup de talent. Pascal Deschamps et Jean-François Bernigaud nous les fait découvrir.
Au milieu des vacanciers du camping d'Avignon, la troupe du Trouble Théâtre. Ils ont choisi la caravane, solution la moins chère, car pour venir jouer ici, ils ont dû tout avancer. Il faut bien se dire que quand on vient à Avignon, on sait très bien que ça ne va pas être une opération, qu'on ne va pas gagner d'argent, qu'on en dépense surtout beaucoup, mais on ne veut pas prendre trop de risques et risquer de ne pas pouvoir continuer à jouer parce qu'on est endetté. Pour eux, la journée commence tôt et par plusieurs kilomètres de marche pour aller distribuer leurs tracts à Avignon. Le public est très sollicité, Sophie et Arnaud y vont au feeling et prennent le temps de discuter. Pendant ce temps, Marie-Paul essaye de contacter des journalistes. C'est à 19h. C'est difficile. Tout ce qu'il y a le soir, je suis pris tous les soirs, pratiquement, je suis présent. J'ai que ma bonne foi pour les convaincre. Voilà, et c'est souvent pas suffisant. Ils sont sûrement un peu blasés. C'est, je crois, une partie du travail très épuisant et très décourageant. Et c'est vrai que leur spectacle est beau. Trafic, c'est la détresse d'un vieux couple qui s'ennuie. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'existe pas. On a autant besoin d'exister que les autres. Tellement beau de jouer ça que ça vaut vraiment la peine de passer par tout ça pour avoir une heure de réel plaisir, quoi. Il n'y a pas de problème. Le public est heureux, mais Trouble Théâtre doit maintenant trouver à Avignon un producteur qui achètera leur spectacle. La bourse maintenant, Gérard Leclerc, la tendance? Eh bien, avec une bonne liquidation mensuelle, vous savez que le dernier jour du mois boursier n'est jamais très favorable au placement. De plus, hier, Wall Street a baissé de 9 points, une baisse, il est vrai, assez technique, liée aux arbitrages par programme informatique. Or, à Paris, la bourse fait mieux que résister, avec une petite hausse de 0,10%, alors que l'ouverture s'était faite à la baisse. Alors, dans notre panier, j'ai gardé aujourd'hui en négatif Finextel, moins 3,6%, SCOA, moins 2,9%, et Eurotunnel en baisse de nouveau de 2%, près de 3 millions de titres ont été échangés. En revanche, Spibatignoles affiche un gain de 3,1%, Lucher plus 2,4%, Leroy Sommaire au plus haut de l'année plus 2%. Les privatisés sont plutôt mal orientés, notamment Paribas avec une baisse de 0,4%, moins 0,18 pour la CGE, 0,15 pour Saint-Gobain. En revanche, la Société Générale gagne 0,2%. Les monnaies, le président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, a confirmé hier que la politique monétaire américaine porterait désormais davantage sur le soutien à l'activité que sur la lutte contre l'inflation, ce qui veut dire en clair que les taux d'intérêt devraient baisser. Du coup, le dollar cède de 6 centimes à 6 francs 43,80. Le mark est stable à 3 francs 39,30, comme la livre à 10 francs 48,10. En revanche, le yen japonais à 4 francs 54,65 ne cesse de glisser dans la perspective d'une défaite électorale dimanche au Japon des libéraux actuellement au pouvoir. Petit coup de pouce sur l'or, 200 francs de mieux sur le lingot à 77 400 francs, 2 francs sur le Napoléon à 449 francs. Voilà pour l'essentiel, le reste vous le retrouvez sur votre Minitel 3615, code ECO2. Merci Gérard. La météo, José Blanc-Lapierre, dans quelques secondes, cet après-midi, un grand rendez-vous, un grand direct, mais Gérard sera présent aussi. Le Tour de France en direct sur Antenne 2, et puis toute l'équipe du 13h espère vous retrouver dès lundi. Nous recevrons à partir de ce jour-là les plus grands couturiers pour les nouvelles collections. Merci de votre attention, très belle semaine, très belle fin de semaine, notamment sur Antenne 2. Merci.